Et c'est l'heure tout de suite du journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. En Irlande, le gouvernement doit dévoiler aujourd'hui son budget, un budget d'austérité, le deuxième en 2 ans. Oui, depuis que l'Irlande a été sauvée de la faillite par l'Union européenne et le FMI, en échange d'un prêt de 67 milliards d'euros, le pays a dû accepter de réduire brutalement son déficit public de 30 à 11% de la richesse nationale. Résultat, l'économie est désormais sur la voie du redressement, notamment grâce aux investissements étrangers. Mais pour de nombreux Irlandais, la cure d'austérité a de plus en plus de mal à passer. Le reportage de notre correspondant à Dublin, Hervé Amoric. Les manifestations comme celle-ci sont devenues monnaie courante. Selon le dernier sondage, la majorité des Irlandais craint de ne plus pouvoir faire face à ses obligations financières, une fois que le gouvernement aura appliqué une correction budgétaire de 3,5 milliards d'euros. Il s'agit pour les 2 tiers du montant de réduction des dépenses et pour un tiers de hausse de taxes. Les gens en ont assez, ils voudraient que les riches payent plus. Mais le gouvernement n'augmente pas l'impôt sur le revenu parce qu'il ne veut pas pousser les gens à travailler moins. En première ligne, les retraités et les bas salaires. Leurs cotisations sociales sont en hausse et toutes les formes d'aide en baisse. Cette famille va perdre 80 € par mois d'allocation familiale. Et pour la première fois, il y a une taxe immobilière. Cette taxe immobilière va ajouter de 400 à 600 € à nos factures annuelles. Des sommes que les gens n'ont pas. Il n'est pas juste que l'Europe et le gouvernement irlandais nous imposent ces mesures d'austérité. Nous disons non au FMI, non à la Banque centrale européenne, non à la Troïka, non au gouvernement irlandais. De son côté, le gouvernement assure que sa stratégie commence à faire ses preuves. Il y a 18 mois, l'économie irlandaise était en chute libre. Aujourd'hui, elle se redresse. Cela a été possible en grande partie grâce à notre capacité à attirer les investissements étrangers. L'environnement économique est loin d'être aussi difficile que pour les budgets précédents. Les familles vont bientôt ressentir cette amélioration. Des opportunités d'emploi, une hausse modeste des salaires par exemple. Mais depuis la mise en œuvre du plan d'austérité, le taux de chômage a grimpé à 15%. C'est désormais le problème majeur. Tout cela nous conduit au marché, Karina. Ça donne quoi ce matin? Ça donne des places asiatiques qui rebondissent fortement après un timide début. Un rebond particulièrement marqué à la place de Shanghai qui gagne plus de 3% et un rebond qui fait suite aux baisses de ces derniers jours. Hier, Wall Street a clôturé en légère baisse affectée par la lenteur des négociations censée éviter aux États-Unis de tomber dans le gouffre budgétaire en début d'année prochaine. Allez, l'actualité des entreprises, c'est en bref et en images avec vous, Karina. Twitter va s'installer en France, annonce faite ce mardi par la responsable du développement international, Katie Stanton, lors de la conférence le Web 12. L'Américain lancera des services locaux à Bordeaux et à Toulouse, en particulier un outil repérant en temps réel les sujets traités par les utilisateurs du réseau selon leur situation géographique. La France est l'un des marchés où Twitter a cru le plus rapidement. Toujours en France, les biberons et tétines d'Audi redeviennent français. Un fonds d'investissement associé à l'ancien dirigeant des laboratoires Forte Pharma s'apprête à mettre la main sur le fabricant de puériculture. Numéro 1 des ventes en pharmacie en France, d'Audi dégage chaque année une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Créé par L'Oréal en 1958, d'Audi avait été racheté dans les années 90 par le géant américain Johnson & Johnson. Et les annonces de plans de départ volontaires dans l'aérien se succèdent. British Airways va supprimer 400 postes de chef de cabine. La direction a engagé ce mardi une période de consultation de 90 jours avec le syndicat Unite. Il y a un mois, l'autre filiale d'IAG, la compagnie espagnole Iberia, avait annoncé un vaste plan de suppression de 4500 emplois, soit près du quart de ses effectifs. Allez, on vous parle ce matin de ce nouveau coup dur pour l'EPR en France. Italien Enel a annoncé ce mardi son retrait du projet de réacteur nucléaire de dernière génération. Un retrait qui coûterait quelques 700 millions d'euros à EDF qui devra racheter ses parts à l'italien, de quoi alourdir davantage la facture pour le français et pose la question de la rentabilité du réacteur. Les précisions d'Axel Simon. Une facture de l'EPR qui ne cesse de flamber. En mettant fin à son partenariat avec EDF, Enel contraint le français à racheter les parts de l'italien pour 700 millions d'euros. Une enveloppe qui vient s'ajouter à une addition déjà salée et revue à la hausse ce mardi. La construction du réacteur nucléaire de 3e génération de Flamanville coûtera finalement 8,5 milliards d'euros. C'est 2 milliards de plus que ce qui était prévu lors de la dernière estimation il y a à peine un an. Mais pour EDF, ce surcoût est justifié.
Les têtes de série ont toujours coûté très cher. L'EPR, maintenant, nous le savons, sera un succès industriel du point de vue de sa réalisation, bien sûr à un coût qui est élevé, mais encore une fois, dans la moyenne du coût de production nucléaire française, ça reste de très loin le moyen le plus économique pour produire de l'électricité. Une opinion qui n'est pas partagée par tous. Le prix de l'électricité devant sortir de Flamanville avait été estimé en 2005 à 46 € par mégawattheure. Aujourd'hui, il serait de 105 €. Ça signifie que le coût de l'électricité qui va être produit par ce réacteur EPR est 2 fois plus cher que l'électricité produite aujourd'hui par le nucléaire en France et 20% supérieur au coût de l'électricité produite par l'éolien. Si les coûts de l'EPR ont explosé, c'est en partie à cause des nouvelles normes de sécurité adoptées depuis la catastrophe de Fukushima. EDF et Areva se partagent aujourd'hui la construction de 4 réacteurs EPR à travers le monde. Malgré l'explosion des coûts, les 2 leaders français ont l'intention d'en vendre aussi à la Grande-Bretagne, à l'Inde et l'Arabie saoudite. Et toujours en France, du côté du gouvernement, l'explication de texte s'annonce tendue ce mercredi avec les syndicats de Florange. Jean-Marc Ayrault promet de leur donner tous les détails de l'accord signé vendredi dernier avec ArcelorMittal. Ce mardi, plusieurs quotidiens français ont publié des détails de cet accord jugé favorable aux géants de l'acier. Moins d'un tiers des 180 millions d'euros annoncés pour Florange concerneraient des investissements stratégiques. Les hauts fourneaux seront arrêtés au printemps prochain. Quant aux 629 salariés, pas de plan social, mais des reclassements et des départs à la retraite anticipée. Et dans ce contexte, on en sait un peu plus sur l'option écartée de la nationalisation. Le quotidien lorrain affirme ce matin que 2 poids lourds étaient prêts à reprendre Florange, le belge CMI et le russe Severstal. Une information qui pourrait fragiliser la position de Jean-Marc Ayrault hostile à une nationalisation et à l'inverse conforterait celle d'Arnaud Montebourg. Allez, une question pour finir. Anna Wintour, bientôt ambassadrice des États-Unis. Le président américain songerait à la nommer en France ou au Royaume-Uni. Ce serait une façon pour le président réélu de récompenser l'activisme politique et le soutien financier de la rédactrice en chef de Vogue, qui n'a pas ménagé ses efforts et fait jouer son carnet d'adresses pour lever des fonds pendant la campagne. Mais Elisabeth, pas d'affolement. Anna Wintour aurait déjà fait savoir qu'elle n'était pas intéressée par le poste. Elle serait très heureuse dans son travail actuel. Bon, moi, ça c'est dit. Merci beaucoup, Karina. C'était le journal de l'économie. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet pour un tout nouveau journal. À tout de suite.